Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la 5e branche de la carte mentale du chapitre d'endocrinologie qui porte sur les surrénales. Alors voici la carte mentale en question. Elle a toujours ces 10 branches, donc je ne vous les remontre pas, et nous nous intéressons donc à la 5e branche qui porte sur les surrénales. Je vais commencer avec quelques généralités pour localiser premièrement les surrénales. Comme leur nom l'indique, elles sont sur les reins, ce sont donc des glandes qui coiffent les reins. Elles ont une position rétro-péritonéale comme le cas des reins. Elles sont enveloppées par une capsule de tissu conjonctif. Pour ce qui est de leur mensuration, elles pèsent 3 à 5 grammes et font 3 à 5 cm de haut pour 2 à 3 cm de large sur un peu moins d'un centimètre d'épaisseur. Les surrénales, c'est presque 4 glandes dans une, comme on va le voir. On va commencer par la subdiviser en 2 parties, ce qu'on appelle le cortex des surrénales et la médulla des surrénales. Donc le cortex des surrénales constitue une première glande qu'on appelle la corticosurrénale, ou qu'on appelle toutes les deux les corticosurrénales, puisqu'il y en a une à droite, l'autre à gauche. Donc ce cortex des surrénales, la corticosurrénale, ça correspond à la partie périphérique de la glande. C'est pour ça qu'on utilise le terme cortex qui veut dire écorce, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Elle représente, cette corticosurrénale, 80 à 90% de la glande et elle va produire des hormones dites stéroïdes, c'est-à-dire des hormones qui dérivent du cholestérol. Et cette glande-là, la corticosurrénale, on verra qu'on pourra la diviser en 3 parties. Deuxième grande partie, la médulla des surrénales, donc ce qu'on appelle la médullosurrénale ou les médullosurrénales. Ça correspond donc cette fois-ci à la partie centrale de la glande, on est donc sur la moelle, c'est ce que veut dire médulla. C'est donc 10 à 20% de la glande et cette région, donc les médullosurrénales, produisent des hormones qui sont les catécholamines. Commençons par les médullosurrénales. Les médullosurrénales, on peut les voir comme correspondant à des ganglions modifiés du système nerveux autonome orthosympathique. Si on regarde de quoi sont constituées ces médullosurrénales, on voit qu'elles sont constituées par des cellules qui en fait sont des neurones sans axone qu'on appelle des cellules chromaffines. Donc elles sont équivalentes, ces cellules chromaffines, à des neurones post-ganglionnaires, ce qu'on avait aussi appelé des deutoneurones. Donc on voit ici une représentation d'une surrénale, ici la médullosurrénale, en périphérie les corticosurrénales. Donc là on s'intéresse aux médullosurrénales et cette cellule qui est représentée ici, c'est une cellule chromaffine. Si on regarde ces cellules chromaffines, eh bien, elles sont innervées par des neurones préganglionnaires orthosympathiques, ce qu'on avait appelé les protoneurones, qui vont libérer vers elles un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine. On voit ici ce neurone préganglionnaire de l'orthosympathique, donc protoneurone, qui vient établir une synapse cholinergique qui va libérer donc de l'acétylcholine en direction de la cellule chromaffine, donc qui est un neurone modifié, qui n'a pas d'axone, et ce neurone-là, les cellules chromaffines, elles vont libérer leur propre neurotransmetteur dans le sang. Donc les cellules chromaffines, elles libèrent leurs neurotransmetteurs dans le sang. Du coup, on est à la fois sur un neurotransmetteur, mais une substance chimique finalement qui va dans le sang. Du coup, on va parler de neurohormones. Donc les cellules chromaffines libèrent des neurohormones dans le sang. Ces neurohormones, ce sont des substances qui appartiennent aux catécholamines. Il s'agit plus spécifiquement de l'adrénaline, qu'on peut abréger avec la lettre A, et de la noradrénaline, qu'on peut abréger avec les lettres NA. L'adrénaline représente à peu près 80% des neurohormones libérées, et le reste, donc les 20% restants, correspondent à de la noradrénaline. Quels sont les effets de l'adrénaline et de la noradrénaline, donc de ces deux catécholamines libérées par les médullosurrénales dans le sang? Eh bien, leurs effets vont être notamment d'augmenter la fréquence cardiaque, la force cardiaque, d'augmenter la pression artérielle, d'entraîner une dilatation des voies respiratoires. Elles vont aussi augmenter la concentration en glucose dans le sang, elles vont augmenter la concentration en acides gras dans le sang, donc ce qui va permettre aux différents organes du corps de disposer de davantage de substrats énergétiques. Et en fait, tous ces effets vont contribuer à renforcer ce qu'on appelle la réaction d'alarme du stress, qui est finalement une réaction qu'on observe donc, chez un organisme lorsqu'il fait face à une situation menaçante. Et cette réponse va, si tout se passe bien, lui permettre de dépasser justement cette situation menaçante sur laquelle on reviendra.
On peut évoquer des troubles qui concernent les médullosurrénales, surrénales, un trouble dans lequel on observe une hypersécrétion d'adrénaline et de noradrénaline. C'est ce qu'on observe par exemple dans les phéochromocytomes, qui sont des tumeurs chromaffines bénignes, qui sont donc hypersécrétantes, qui vont sécréter beaucoup d'adrénaline et de noradrénaline. Et donc, si ce trouble n'est pas traité, donc en l'absence de traitement, qu'est-ce qu'on observe? Globalement, on va observer les effets classiques de l'adrénaline et de la noradrénaline, donc une élévation de la fréquence cardiaque, une élévation de la tension artérielle, donc une hypertension artérielle, une nervosité, une hyperglycémie avec éventuellement une glycosurie, on va retrouver donc du sucre dans les urines. Il peut y avoir une perte de poids, une transpiration excessive, ce qu'on va appeler une hypersudation, une constipation, des céphalées. Voilà, c'est tous ces types de symptômes qu'on va observer et qui correspondent globalement à ce qui se passe lorsqu'on rencontre une situation stressante, en tout cas dans les premiers temps de la situation. Alors nous allons nous intéresser à la deuxième partie des surrénales, donc à présent les corticosurrénales que l'on retrouve ici sur cette deuxième partie de la carte que j'ai mis sur une deuxième page pour pouvoir suffisamment zoomer. Donc les corticosurrénales, je vous ai dit en fait on peut les subdiviser en trois. On identifie effectivement trois couches au niveau des corticosurrénales. Une première région qui est la partie la plus externe, qui correspond aussi à ce qu'on appelle la zone glomérulée. C'est une région des corticosurrénales qui va libérer des substances qui sont les minéralocorticoïdes, qui sont des hormones stéroïdes. Les autres régions intermédiaires et internes vont libérer d'autres stéroïdes sur lesquels nous reviendrons. Donc nous commençons le détail concernant les minéralocorticoïdes. Comme leur nom l'indique, il s'agit d'hormones qui vont intervenir dans l'homéostasie minérale, c'est-à-dire le contrôle du maintien à, on va dire, taux constant des minéraux qui existent dans le corps. C'est à quoi réfère ce terme. L'homéostasie, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est l'idée de position stable, là qui concerne plus spécifiquement les minéraux. Le principal minéralocorticoïde chez l'humain, c'est l'aldostérone. Et l'aldostérone va agir à différents niveaux, notamment sur les reins, où elle va entraîner la réabsorption de sodium et d'eau, puisque l'eau va suivre en fait les mouvements du sodium. Cette réabsorption finalement de sodium et d'eau, réabsorption hydrosodée, va contribuer à accroître le volume, les volumes de liquide du corps, notamment le volume sanguin, ce qui va aussi contribuer à accroître la pression artérielle. S'il y a un volume de liquide plus important dans un tuyau, la pression dans le tuyau va être plus importante. D'autre part, l'aldostérone va aussi agir sur les reins en réalisant une sécrétion de potassium et une sécrétion de protons qui vont être déplacés finalement depuis le compartiment interne de l'organisme vers ce qui constituera ensuite l'urine. Et donc ce sera éliminé du corps. L'aldostérone a une sécrétion qui est régulée et on peut évoquer ce qui va justement contribuer à accroître la libération d'aldostérone. En fait, il y a plusieurs phénomènes qui vont stimuler cette production d'aldostérone, notamment la diminution de la natrémie, la quantité de sodium dans le sang, la diminution du volume sanguin, la diminution de la pression artérielle. En fait, ce sont là des signaux qui globalement vont agir sur la production d'aldostérone en l'augmentant, en passant par un système qu'on appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone, le système SRAA, qui est vraiment le principal régulateur de la sécrétion d'aldostérone. Nous en avions parlé dans le chapitre sur la physiologie cardiovasculaire, dans le chapitre sur la physiologie rénale, pour redire un mot dessus, sur le fonctionnement de ce système. Donc quand ces stimulations finalement sont présentes, on va constater que les reins se mettent à produire de la rénine, qui est une enzyme, et cette rénine va agir sur l'angiotensinogène, qui est une substance qui est libérée par le foie, qui est présente dans le sang, et qui reste sous forme d'angiotensinogène, jusqu'à ce que la rénine soit présente. À ce moment-là, la rénine va couper l'angiotensinogène en angiotensine 1. Et l'angiotensine 1 va être transformée en angiotensine 2, puisqu'il y a dans le sang une enzyme qu'on appelle l'ACE, enzyme de conversion de l'angiotensine 1, qui va donc transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2, et c'est l'angiotensine 2 qui va ensuite stimuler donc la partie la plus externe, comme on l'a dit, donc des corticosurrénales, et les amener donc à produire de l'aldostérone.
Ce qui va aussi avoir un effet, ça va être une augmentation de la kaliémie. Et on sait aussi que l'axe hypothalamo-hypophysaire globalement ne va pas réguler la production d'aldostérone. Néanmoins, s'il y a une quantité d'ACTH assez importante, à ce moment-là, l'ACTH peut contribuer à stimuler la libération d'aldostérone. Mais globalement, il y a peu de régulation de la libération d'aldostérone par l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est essentiellement le système rénine-angiotensine-aldostérone qui va réguler la production d'aldostérone. Ensuite, autre région au niveau des cortico-surrénales, la région moyenne, intermédiaire, qui correspond aussi à ce qu'on appelle la zone fasciculée, qui est une région qui va libérer ce qu'on appelle des glucocorticoïdes, qui sont elles aussi des hormones stéroïdes. Donc glucocorticoïdes, dans ce terme il y a gluco qui fait référence au glucose, et ce sont des substances qui vont réguler l'homéostasie du glucose. Le principal glucocorticoïde du corps, c'est le cortisol. Les effets du cortisol dans le corps sont les suivants. Le cortisol a un effet catabolisant protéique. Il va contribuer à déconstruire les protéines, libérer les acides aminés qui constituent les protéines. Et il va notamment avoir un effet sur les myocytes en allant récupérer les protéines dans les myocytes. Il a un effet catabolisant lipidique et va permettre la libération notamment des lipides stockés dans les adipocytes. Il a un effet hyperglycémiant, il va permettre d'augmenter la quantité de glucose dans le sang en agissant à différents niveaux et notamment en stimulant la néoglucogénèse, donc la fabrication de glucose à partir de substrats qui ne sont pas des sucres. Il va contribuer aussi à pour ces trois phénomènes, on peut dire que finalement on libère des acides aminés, des acides gras, du glucose, qui vont être du coup disponibles. Ça veut dire qu'on augmente la quantité de carburant disponible dans le sang pour les différents tissus du corps. D'autre part, le cortisol va aussi contribuer à accroître la pression artérielle et il va aussi avoir un effet anti-inflammatoire. Alors, on peut parler ici, j'ai noté effet à double tranchant, dans la mesure où finalement la sécrétion de cortisol, on y reviendra après avec la question du stress, mais va être effectivement libérée, on va dire dans le deuxième temps d'une réponse de stress, et il va permettre à un organisme de continuer à lutter pour dépasser finalement une situation menaçante. Donc on peut imaginer que si un prédateur suit l'organisme, eh bien le fait d'avoir une augmentation de la pression artérielle, ça permet en cas de blessure d'éviter une chute de la pression artérielle. Donc c'est plutôt intéressant à court terme, par contre c'est à double tranchant parce qu'à long terme, l'augmentation de la pression artérielle est néfaste pour les artères. Pour ce qui est de l'effet anti-inflammatoire, finalement, en mettant un peu de côté la réponse immunitaire, on libère l'énergie pour les systèmes qui en ont besoin dans le corps pour dépasser la situation menaçante. Par ailleurs, on sait aussi que dans cette situation, on va avoir aussi davantage de plaquettes qui vont être présentes, ce qui va aussi favoriser la cicatrisation, ce qui là aussi est intéressant dans le cas d'une blessure qui surviendrait. Par contre, c'est aussi à double tranchant dans la mesure où, dans ce cas-là, il y a risque finalement d'avoir des caillots sanguins qui bouchent les vaisseaux sanguins. Autre effet du cortisol, le cortisol est un effet aldostérone-like, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir des effets qui vont correspondre à ceux de l'aldostérone, quand il y en a beaucoup. Il va avoir tendance à produire une rétention hydrosodée, donc ce qu'on avait évoqué ici pour les rôles de l'aldostérone, et il va avoir tendance à accroître la sécrétion de potassium et de protons, donc à contribuer à une fuite de potassium et de protons. Et d'autre part, le cortisol, c'est aussi une hormone très importante puisqu'elle a des effets permissifs pour beaucoup d'autres hormones. En fait, le cortisol va notamment permettre, en agissant sur différentes cellules du corps, elle va permettre à ces cellules de fabriquer des récepteurs qui pourront accueillir d'autres hormones. Donc c'est pour ça qu'on peut parler vraiment d'hormones permissives, qui est indispensable. Alors, la régulation du cortisol, alors contrairement à l'aldostérone, on a dit l'aldostérone, il y a peu de régulation par l'axe hypothalamo-hypophysaire, surtout une régulation par le système rénine-angiotensine-aldostérone. Le cortisol, lui, au contraire, il est régulé par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et on observe un système de rétroinhibition, comme on peut le voir ici sur ce schéma.
Ça veut dire que l'hypothalamus, donc, il libère de la CRH qui va agir sur l'hypophyse en la stimulant, laquelle va produire de la CTH. La CTH agit sur les surrénales, donc la CTH les stimule, et les surrénales, plus spécifiquement, hein, donc la partie qu'on a qualifiée de moyenne ou d'intermédiaire, hein, donc la CTH agit sur cette région intermédiaire, il la stimule et l'amène à produire les glucocorticoïdes, essentiellement donc le cortisol. Et le cortisol, c'est un glucocorticoïde qui va pouvoir avoir un effet de rétroinhibition, puisqu'il va effectivement freiner l'axe hypothalamo-hypophysaire dans leur production, ce qui permet d'avoir un certain équilibre. Évidemment, dans certaines situations, on peut avoir une évolution, par exemple en situation de jeûne, ce qu'on va observer notamment en fin de nuit, eh bien, il y a moins de carburant disponible en fait dans le corps, et la production, donc il y a moins pardon, j'allais prendre un raccourci, il y a moins de carburant, c'est détecté par l'axe hypothalamo-hypophysaire qui va produire plus de CRH, d'ACTH, ça va davantage stimuler les surrénales qui vont produire du cortisol. Le cortisol va agir aux différents niveaux du corps qui vont libérer davantage de carburant, et ça permettra de conserver toujours une quantité de carburant on va dire suffisante dans le corps pour que le corps puisse fonctionner. Donc voilà, il y a cette rétroinhibition qui existe, et puis il y a d'autres paramètres qui peuvent aussi bien sûr moduler donc l'ensemble comme on vient de l'évoquer. Alors, faisons une remarque à présent sur des médicaments qu'on appelle les corticoïdes. Il s'agit de médicaments qui sont donc des dérivés du cortisol et qui sont utilisés dans plusieurs situations. On les utilise dans les maladies inflammatoires pour leur effet justement anti-inflammatoire. On les utilise aussi lorsqu'il y a des manifestations allergiques pour leurs effets anti-allergiques. On va aussi les utiliser dans le cadre de maladies auto-immunes pour leurs effets immunosuppresseurs, et aussi dans des situations de greffe, là encore pour leur effet immunosuppresseur. Alors il y a donc des effets indésirables hein, qui peuvent être liés à l'utilisation justement des corticoïdes, notamment quand ils sont utilisés, on va dire plutôt sur la durée. Ils peuvent, alors ce qui n'est pas forcément toujours démontré sur un plan statistique, mais ils pourraient du coup entraîner une certaine gastrotoxicité. Ils vont être à l'origine d'une rétention hydrosodée, d'une fuite potassique, donc ce sont les effets aldostérone-like que nous avons évoqués du cortisol qu'on retrouve ici, et globalement on va retrouver les effets déjà évoqués. Ils peuvent entraîner l'installation d'une hypertension artérielle, un catabolisme protéique, donc avec une fonte musculaire qui peut s'observer, une ostéoporose, puisqu'ils vont aussi effectivement agir sur les os, avoir tendance à les amener à se déconstruire. On peut observer du fait que le cortisol est hyperglycémiant, on peut observer l'apparition d'un diabète. Dans la mesure où les corticoïdes ont tout un tas d'effets sur le système immunitaire qui ont plutôt tendance à le mettre de côté, on va observer une sensibilité aux infections qui va être un peu plus importante. On peut aussi observer différents troubles psychiques, et puis également une corticodépendance qui s'installe, hein, ce qui fait que pour arrêter les corticoïdes, il faut en général y aller progressivement à cause de cette dépendance. Alors, ajoutons une dernière remarque. Le cortisol, c'est le principal glucocorticoïde du corps. C'est lui aussi qui va rétroagir sur l'axe hypothalamo-hypophysaire dans ce système de régulation. Après, il y a d'autres glucocorticoïdes qui existent, notamment la corticostérone. Et puis, on a aussi la cortisone qui correspond à un produit de transformation du cortisol par les reins. Troisième région, donc on a dit les corticosurrénales sont constituées d'une zone externe, d'une zone intermédiaire et d'une zone interne, qu'on appelle aussi la zone réticulée, qui elle produit d'autres hormones stéroïdes qui sont les androgènes. Comme leur nom l'indique, il s'agit d'hormones masculinisantes. Plusieurs molécules appartiennent à cette catégorie des androgènes, exemple le DHEA ou déhydroépiandrostérone, ou encore l'androstendione, qui sont en fait tout un tas de molécules qui peuvent être transformées également en hormones sexuelles, aussi bien mâles que femelles. Alors, on sait que la production des androgènes n'est pas réellement régulée par l'axe hypothalamo-hypophysaire. En tout cas, on ne sait pas très bien dans le détail comment tout ça se passe. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, l'ACTH peut quand même stimuler la production d'androgènes. Et a fortiori, quand il y a beaucoup d'ACTH, ça va entraîner la production d'une plus grande quantité d'androgènes par rapport à la situation, on va dire, entre guillemets, normale. Évoquons maintenant quelques troubles qui impliquent donc les corticosurrénales. On va commencer par l'insuffisance cortico-surrénalienne. Donc cette insuffisance cortico-surrénalienne, elle peut être basse ou encore primaire,
ou haute ou encore secondaire. Parfois, on peut parler aussi d'une situation tertiaire. Alors, quand l'insuffisance cortico-surrénalienne est basse ou primaire, c'est ce qu'on observe par exemple dans la maladie d'Addison. On observe dans ce cas-là une destruction du cortex surrénalien. Donc, on dit basse ou primaire parce qu'effectivement ce sont les surrénales qui sont en jeu, qui sont finalement détruites. On parlera d'insuffisance cortico-surrénalienne haute ou secondaire quand les anomalies vont concerner l'axe hypothalamo-hypophysaire. Si je reviens juste au schéma qu'on a vu précédemment ici, on a cette situation avec l'axe hypothalamo-hypophysaire qui agit sur les surrénales. Donc les surrénales sont à un niveau bas dans la hiérarchie, c'est pour ça qu'on va parler de troubles bas, et l'axe hypothalamo-hypophysaire représente la position haute dans la hiérarchie. Dans ce cas-là, le trouble sera dit haut. Alors, on revient donc à l'insuffisance cortico-surrénalienne basse ou primaire, donc là, le cas de la maladie d'Addison, avec donc une situation qui est une destruction du cortex surrénalien. Donc forcément, le cortex surrénalien, quand il est détruit, on va avoir une hyposécrétion de glucocorticoïdes, donc hyposécrétion de cortisol, et une hyposécrétion de minéralocorticoïdes, donc hyposécrétion d'aldostérone. Qu'est-ce qui se passe si la personne n'est pas prise en charge? Lors d'une prise en charge, on va apporter des glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes de synthèse, mais quand il n'y a pas de traitement, eh bien, on va observer différents problèmes métaboliques. On a évoqué justement le rôle du cortisol dans le métabolisme glucidique, protéique ou encore lipidique. On va aussi, observer tout un tas de problèmes liés au fait que, comme on l'a dit, le cortisol est important puisqu'il a des effets permissifs, il permet à d'autres hormones d'agir, donc on va perdre aussi tous ces effets. Donc ça va tout ça engendrer différents troubles, et entre autres on peut évoquer la fatigue, l'amaigrissement, mais on va retrouver aussi tous les troubles évoqués précédemment. Quand justement, l'inverse de ce qu'on a évoqué, l'inverse des rôles du cortisol. Autre trouble qu'on va observer s'il n'y a pas de traitement, on va observer des problèmes qui concernent l'homéostasie minérale. Dans ce cas-là, on va avoir des problèmes concernant le sodium et l'eau. On va avoir tendance à perdre du sodium et à perdre de l'eau. Du coup, on va avoir tendance à observer une diminution du volume plasmatique. S'il y a moins de volume dans un tuyau, il y a moins de pression dans le tuyau. Le risque, c'est l'hypotension, et le risque qui peut être éventuellement fatal, c'est l'insuffisance circulatoire. Par ailleurs, on peut aussi observer une rétention de K+. Enfin, on peut souligner une dernière chose, c'est qu'en l'absence de traitement, donc on a dit tout à l'heure que le cortisol, c'est lui qui peut, par sa présence, rétroagir sur l'axe hypothalamo-hypophysaire et permettre d'avoir finalement une régulation en constance. S'il n'y a plus le cortisol, on ne peut plus inhiber l'axe hypothalamo-hypophysaire qui va produire des quantités d'ACTH en fait, qui vont être augmentées. Le fait qu'il y ait cette augmentation de l'ACTH, du fait de la perte de la rétroinhibition du cortisol sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, eh bien, donc on a dit, on a cette élévation de l'ACTH, et l'ACTH, quand il y en a beaucoup, va avoir une activité qui est semblable à une autre hormone adéno-hypophysaire qui est la MSH. En fait, l'ACTH va agir sur des récepteurs de la MSH qui sont situés notamment au niveau de la peau, et ça va entraîner une mélanodermie, c'est-à-dire un assombrissement de la peau. On peut l'observer par exemple sur certaines photos du président Kennedy qui avait cette pathologie, cette maladie d'Addison. Que se passe-t-il quand il y a une insuffisance cortico-surrénalienne dite haute ou secondaire, voire tertiaire? Dans ce cas-là, ce qu'on observe, c'est un problème, une anomalie dans le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ça veut dire que, alors comme on l'a dit, l'axe hypothalamo-hypophysaire régule la production de cortisol. Comme on a dans cette situation une baisse de la libération d'ACTH, du coup il n'y a plus assez d'ACTH pour stimuler les corticosurrénales. La production de cortisol du coup n'est plus stimulée. On observe une hyposécrétion de cortisol et on va observer tout un tas de problèmes métaboliques. Donc les problèmes dans ce cas-là sont essentiellement métaboliques. En règle générale, il n'y a pas de problème concernant l'homéostasie minérale parce que justement l'axe hypothalamo-hypophysaire, lui, ne régule pas la production d'aldostérone. Donc en règle générale, la sécrétion d'aldostérone est normale. En tout cas, si on s'en tient à une description très, très générale de ce trouble.
Évoquons un autre trouble qui est la situation d'hypersécrétion de glucocorticoïdes, c'est-à-dire l'hypersécrétion de cortisol, ce qu'on peut appeler un hypercorticisme ou encore un syndrome de Cushing. Alors, l'origine de ce trouble peut être basse ou haute. Pour expliquer ces termes, je reviens à la même explication que précédemment, c'est en lien avec la hiérarchie de l'axe hypothalamo-hypophysaire par rapport aux surrénales. Les surrénales sont à la base de la hiérarchie, l'axe hypothalamo-hypophysaire en haut de la hiérarchie. Donc quand le trouble concerne les surrénales, le syndrome de Cushing sera dit bas ou primaire. Quand ça concerne l'axe hypothalamo-hypophysaire, le trouble sera dit haut ou secondaire. Donc on va revenir sur ce point. Donc voilà, on peut avoir donc un trouble, donc un hypercorticisme donc qui peut être bas ou primaire. Par exemple, lorsqu'il y a une tumeur surrénalienne hypersécrétante dans la zone intermédiaire, c'est-à-dire dans celle qui produit du cortisol. Et on dira que le trouble est haut ou secondaire, voire tertiaire, quand l'anomalie concerne l'axe hypothalamo-hypophysaire. Dans ce cas-là, on va être aussi dans une situation où il y a une sécrétion trop importante, cette fois-ci d'ACTH, qui va surstimuler les corticosurrénales qui vont produire trop de cortisol. Quand l'anomalie survient au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, plus spécifiquement au niveau de l'adénohypophyse, on ne parle pas de syndrome de Cushing, mais plus spécifiquement de maladie de Cushing. C'est cette maladie que Cushing a décrite en premier. Et ensuite, on a parlé de syndrome de Cushing quand les origines sont autres, et notamment quand on a une origine basse ou primaire. Quand on a également une origine iatrogène, c'est-à-dire que l'administration prolongée de corticoïdes, donc des médicaments corticoïdes, peut aussi amener à la production d'un syndrome de Cushing. Alors, que se passe-t-il s'il n'y a pas de traitement de ce syndrome de Cushing? Bien, on va retrouver ce qu'on a évoqué par rapport aux effets du cortisol. On va avoir un catabolisme protéique qui va être augmenté. On va observer une fonte des muscles, une fonte aussi de la peau. Enfin, la peau va avoir tendance à être plus fine, va être plus fragile avec des vergetures qui peuvent apparaître. Il va y avoir une redistribution des graisses avec souvent un amas de graisse dans le haut du dos qui va constituer ce qu'on appelle classiquement la bosse du bison. On peut observer aussi une obésité facio-tronculaire, donc il siège au niveau de la face et puis au niveau de la région du tronc, avec les membres qui au contraire sont assez fins. On va avoir tendance à observer une hyperglycémie avec éventuellement le risque d'installation d'un diabète. On peut observer une résorption osseuse puisque le cortisol stimule les ostéoclastes, c'est-à-dire les cellules des os qui cassent, qui déconstruisent les os, et le cortisol inhibe les ostéoblastes, c'est-à-dire les cellules des os qui fabriquent la matière osseuse. L'os est un tissu en perpétuel remaniement, en perpétuelle déconstruction et reconstruction. Et bien là, ça penche côté donc déconstruction, ce qui fait que l'os effectivement va se déconstruire et ça ouvre sur l'ostéoporose. On peut observer évidemment un impact immunitaire, avec dans ce cas-là, quand il y a des pathologies, la guérison qui prend plus longtemps, qui va se faire plus difficilement. On retrouve un effet aldostérone-like avec une rétention hydrosodée et une déplétion potassique. On peut retrouver une hypertension artérielle, justement en lien avec cet effet aldostérone-like, en lien aussi avec le fait que le cortisol va aussi avoir tendance à accroître la sensibilité des vaisseaux sanguins aux vasoconstricteurs. Et puis, différentes altérations mentales peuvent s'observer. Il va y avoir tendance à voir des insomnies. L'appétit peut être changé dans le sens d'une augmentation. Il peut y avoir des moments d'exaltation, d'euphorie, de labilité émotionnelle, de l'irritabilité. Et on peut observer différents troubles à type psychose, voire des dépressions qui peuvent s'installer. Autre trouble, abordons à présent l'hypersécrétion de minéralocorticoïdes, donc l'hypersécrétion d'aldostérone, ce qu'on peut aussi appeler l'hyperaldostéronisme, qui peut avoir deux origines. Alors on va parler d'origine primaire et secondaire. On ne va pas trop utiliser les termes bas et haut ici, puisqu'on l'a dit, la régulation de la production des minéralocorticoïdes n'est pas sous la dépendance de l'axe hypothalamo-hypophysaire, mais est influencée par le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, quand l'origine est primaire, eh bien, ça veut dire qu'on est dans une situation où il y a un problème au niveau des corticosurrénales, dans la zone externe, celle qui produit justement l'aldostérone. On va observer donc une tumeur corticosurrénalienne hypersécrétante.
Donc le trouble qu'on va observer, ça va être ce qu'on va appeler un aldostéronisme primaire, qu'on peut appeler aussi un syndrome de Cône. Et qu'est-ce qui se passe dans cette situation? S'il n'y a pas de traitement, on va observer dans ce cas-là une rétention hydrosodée qui a tendance à s'installer avec une hypertension qui va apparaître, avec une déplétion potassique, c'est-à-dire une hypokaliémie qui peut s'observer et entraîner éventuellement différents troubles musculaires. Quand l'origine est secondaire, on a dit que la régulation de l'aldostérone est essentiellement régulée par le système rénine-angiotensin-aldostérone. Donc quand il y a une anomalie à ce niveau-là, eh bien, on peut observer donc, un trouble semblable avec un excès d'aldostérone et également comme principal problème l'hypertension qui va s'installer. Alors le système rénine-angiotensine peut effectivement être perturbé. On peut avoir un excès de rénine par exemple qui va entraîner une augmentation de la quantité d'angiotensine. Ensuite, autre trouble, ce qu'on appelle l'hyperplasie congénitale des surrénales. Alors là, il s'agit de maladies génétiques autosomiques récessives qui correspondent donc à des pathologies dans lesquelles des gènes qui codent pour des enzymes présentent des mutations. Et ces enzymes, il se trouve qu'elles interviennent dans la fabrication des hormones stéroïdes. Donc on peut parler de maladies dans lesquelles il y a des déficits des enzymes intervenant dans la stéroïdogénèse, c'est-à-dire notamment dans la biosynthèse du cortisol. Alors il y a différentes pathologies qui sont décrites, différents types, selon la déficience enzymatique qui s'observe. Je vais prendre le cas de figure suivant, qui est le cas le plus fréquent, ce qu'on appelle le déficit en 21-hydroxylase. Donc c'est le trouble le plus fréquent. Il y a aussi des sous-types parce que les mutations ne sont pas nécessairement les mêmes. L'enzyme ne sera pas forcément mutée toujours de la même façon. En tout cas, dans une description là aussi assez générale, ce qu'on peut dire, c'est que dans cette situation, on va avoir donc selon la mutation de la manière dont est mutée l'enzyme, on va avoir un déficit en aldostérone qui peut être présent et qui peut être plus ou moins important. On va avoir donc un déficit en cholestérol, en cortisol. Par contre, on a dit qu'il y a plusieurs types de glucocorticoïdes fabriqués dans le corps. Il y a notamment la corticostérone. Donc la corticostérone, elle est produite, c'est le cortisol qui n'est pas produit. La présence de la corticostérone va permettre d'assurer les fonctions vitales qui normalement seraient assurées par le cortisol. Par contre, il se trouve que la corticostérone ne va pas rétroagir sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ça veut dire qu'on n'a du coup pas assez de cortisol et au final, on ne va pas inhiber notamment l'adénohypophyse dans sa production d'ACTH. On va se retrouver dans une situation où il y a beaucoup d'ACTH. Et on l'a dit, quand il y a beaucoup d'ACTH, eh bien, ça va stimuler la production d'androgènes. Alors, qu'est-ce qui se passe donc chez le garçon? En fait, on n'a pas de troubles aussi marqués que chez la fille. Globalement, on peut surtout évoquer une puberté précoce. Alors, tout en s'en tenant, bien sûr, aux grandes lignes. Que se passe-t-il chez la fille? Eh bien, l'excès d'androgènes peut entraîner une masculinisation des organes génitaux qu'on peut observer à la naissance. Dans ce cas-là, on va parler de l'existence d'une virilisation anténatale avec des organes génitaux qui sont pas complètement mâles, pas complètement femelles et qui sont un peu entre deux. Donc on observe ce qu'on appelle un pseudo-hermaphrodisme pour les organes génitaux. Mais cette masculinisation des organes génitaux peut aussi être absente à la naissance avec en revanche une virilisation qui peut s'observer à la puberté avec apparition de ce qu'on appelle un syndrome adrénogénital, qui est une masculinisation globalement du corps. Alors, terminons avec une dernière remarque qui concerne le stress. Alors, le stress, c'est donc une réponse qui va être développée par le corps et qui a été donc découverte et nommée par Hans Selye, qui a vécu de 1907 à 1982. Alors, Hans Selye a fait une expérience dans laquelle il a soumis un certain nombre d'organismes à différents facteurs de stress. Les facteurs de stress, ce sont donc des stimulations qui vont perturber
l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de l'organisme. Donc ils vont entraîner un changement dans les conditions dans lesquelles se trouve dans l'organisme, que ce soit d'ailleurs les conditions environnementales ou les conditions internes. Alors un facteur de stress peut être un facteur de stress objectif. La température, une blessure, l'exposition à des toxiques, ce sont des facteurs de stress objectifs. Ils vont stresser, on va dire en gros de la même manière, n'importe quel individu d'une espèce donnée. À côté de ça, il y a des facteurs de stress qu'on va qualifier de subjectifs. Subjectifs parce qu'ils vont être liés à nos croyances. Alors pour comprendre de quoi il s'agit, je vais citer Épictète qui disait quelque chose de cette forme. Il disait « ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font ». C'est pour ça que j'évoque les croyances. Par exemple, si une personne doit prendre l'avion, selon ses croyances, cette situation sera un facteur de stress ou pas. Si on aime prendre l'avion, ce n'est pas un facteur de stress particulier. Si on n'aime pas prendre l'avion, on a donc des croyances assez négatives associées au fait de prendre l'avion, eh bien, ça va générer donc des réponses de stress sur lesquelles on va revenir après. D'autre part, les croyances, parfois même, là je viens d'évoquer un peu des croyances négatives, mais des situations qui sont jugées négatives, évidemment peuvent avoir des effets négatifs et entraîner des réponses de stress importantes, mais des situations qu'on envisage comme étant des situations plutôt positives vont pouvoir aussi entraîner des réponses de stress. Parce que ce qui génère la réponse de stress, c'est le changement. Quand l'organisme est soumis à un changement, finalement, il va réquisitionner l'énergie dont il dispose pour faire face à ce changement, qu'il soit positif ou négatif. En cela, se marier, tomber amoureux, ainsi de suite, avoir des enfants, c'est très positif, mais c'est des changements et en cela, ça peut générer des réponses de stress. Alors justement, je parle de réponses de stress. Donc Anseli a soumis des organismes à différents types de stresseurs. Il travaillait chez l'animal, donc il les a exposés à des stresseurs objectifs. Et il a constaté que, quel que soit le stresseur, tous les organismes développaient une même réponse. En tout cas, on retrouvait toujours des composantes appartenant à une même réponse. Et donc cette réponse, il l'a appelée réponse de stress. Plus précisément, c'est ce qu'il a appelé réponse d'adaptation, plus exactement encore, syndrome général d'adaptation. En fait, face à ces stresseurs, les organismes développent des réponses générales qui vont permettre, si tout se passe bien, à l'organisme de s'adapter aux changements auxquels il fait face. Et Célie a décrit 3 phases à la réponse de stress, dans lesquelles on fait entrer toutes les composantes, toutes les manifestations psychophysiologiques du stress. Donc le but de cette réponse, ça va être de dépasser la menace qui se présente à l'organisme et de retrouver un certain équilibre, donc le retour de l'homéostasie. Les 3 phases qu'on décrit classiquement dans la réponse de stress sont une phase d'alarme, une phase de résistance et une phase d'épuisement. Donc pour ce qui est de la phase d'alarme, c'est donc la toute première phase à se développer. Elle se développe très rapidement, elle est de courte durée et elle va permettre la mobilisation rapide des ressources de l'organisme en vue de réaliser une activité physique immédiate. Globalement, c'est je réquisitionne un maximum de carburant, de ressources, de façon à dépasser cette situation. Pour dépasser la situation, globalement, les 2 grandes tendances, c'est soit je me bats, soit je fuis. Donc c'est le fameux fight or flight, donc le combat ou la fuite. Alors cette phase d'alarme, en fait, elle va émerger suite à l'intégration de tout un tas de signaux récoltés par nos récepteurs sensoriels. Donc on peut parler vraiment d'une intégration nerveuse de toutes ces informations sensorielles qui viennent de l'extérieur du corps, de l'intérieur du corps, tout ce que détectent en fait nos récepteurs sensoriels. Cette intégration nerveuse va être réalisée par tout un tas de structures. Entre autres, on peut évoquer l'hypothalamus, qui est un petit peu le chef d'orchestre qui va pouvoir agir sur le système nerveux autonome et notamment il va activer la composante orthosympathique du système nerveux autonome.
et il va entraîner la libération d'adrénaline et de noradrénaline vers les différents organes du corps. Hein. Le système nerveux autonome va, donc quand on parle de système nerveux autonome orthosympathique, il s'agit d'une des deux voies efférentes. Il y a la voie parasympathique et la voie orthosympathique. Là, ce qui va être soutenu, c'est l'activation orthosympathique. Ça veut dire qu'on a cette chaîne, donc deux neurones, avec le deuxième neurone de la chaîne qui va libérer adrénaline et noradrénaline vers différents organes du corps. En même temps, on a vu que les médullosurrénales, ce sont des ganglions du système nerveux autonome orthosympathique qui sont modifiés et donc ils vont aussi libérer de l'adrénaline et de la noradrénaline dans le sang. Ça veut dire que lors de cette phase d'alarme, il y a cette libération massive d'adrénaline et de noradrénaline qui se fait à la fois directement vers les différents organes du corps et il va y avoir en plus une libération dans le sang. Ça veut dire que les organes vont recevoir un petit peu une double source d'adrénaline et de noradrénaline, une source directe via directement les neurones et une source indirecte via ces neurones modifiés, les cellules chromaffines des médullosurrénales qui libèrent l'adrénaline et la noradrénaline dans le sang. Donc il y a cette adrénaline et noradrénaline sanguine qui arrivent vers les différents organes. Donc, globalement, quels sont les effets de ces deux substances, adrénaline, noradrénaline? C'est le même que ceux qu'on a déjà évoqués. Augmentation de la glycémie, de la lipolyse, activation cardio-respiratoire, activation aussi du système rénine-angiotensin-aldostérone, puisque l'adrénaline et noradrénaline vont avoir tendance à stimuler la production de rénine par les reins, donc ça enclenche ce mécanisme. On va aussi avoir une augmentation de la pression artérielle, ça va aussi soutenir les muscles dans leur activité, et diverses actions sur le système nerveux central vont s'observer, hein, notamment une certaine vigilance, une excitation, une focalisation sur la situation en fait à dépasser. Et à côté de ça, il y a différentes fonctions qui vont être mises un petit peu de côté. On va observer une diminution de l'activité digestive, de l'activité de reproduction. En fait, toutes ces fonctions qui ne sont pas utiles pour la survie à court terme sont un petit peu mises de côté. Ce qu'on peut aussi noter, c'est que dans cette phase d'alarme, eh bien, il y a aussi une stimulation de la neurohypophyse qui va libérer de l'ADH ou vasopressine. L'ADH, donc hormone antidiurétique, c'est l'hormone de l'économie de l'eau. Elle va avoir tendance à augmenter la volémie, le volume sanguin en économisant l'eau. Et puis on sait que l'ADH, qu'on appelle donc aussi vasopressine, a un effet vasoconstricteur sur les vaisseaux sanguins. Donc ils sont autant d'effets qui vont contribuer à accroître la pression artérielle. Ce qui est intéressant à court terme, comme on l'a dit tout à l'heure, en cas de blessure, si la pression artérielle est augmentée, même s'il y a une hémorragie, ça évite d'avoir une chute de la pression sanguine et un arrêt des échanges sanguins qui se font avec les tissus. Par contre, bien sûr, à long terme, l'augmentation de la pression artérielle va abîmer le corps. Alors, évoquons maintenant la phase de résistance. Donc la phase de résistance, elle durer un petit peu plus longtemps, enfin, elle peut durer même beaucoup plus longtemps que la première phase. Elle est un peu plus longue à se mettre en œuvre et elle aussi, elle va contribuer à mobiliser un maximum de ressources chez l'organisme afin qu'il puisse dépasser la situation menaçante. Donc on peut parler d'une mobilisation des ressources de l'organisme en vue de soutenir cette activité de l'organisme qui tente de dépasser ce qui menace sa survie. Alors cette phase de résistance, elle est initiée finalement par, à nouveau, c'est tout un tas de signaux d'informations nerveuses qui vont être intégrées, des informations hormonales qui vont être aussi bien sûr intégrées, et en fait elle va être initiée par une cascade d'hormones. Donc on peut parler de cascades hormonales qui vont aboutir à la libération de glucocorticoïdes, notamment de cortisol. La cascade, c'est celle qu'on connaît. L'hypothalamus donc va libérer la CRH vers l'hypophyse. L'hypophyse va libérer de la CTH vers les corticosurrénales qui sont stimulées et qui vont libérer le cortisol. Donc, cette libération de cortisol va permettre un certain nombre de réponses adaptatives de se mettre en œuvre. Augmentation de la glycémie, augmentation de la lipolyse, donc du catabolisme lipidique, augmentation du catabolisme protéique, donc tout un tas de réactions qui vont permettre de libérer plus de carburant, de mettre plus de carburant à disponibilité des cellules du corps. Augmentation également de la pression artérielle pour les différents effets déjà évoqués. Et on peut aussi évoquer une diminution de l'inflammation, entre autres effets. Alors,
Cette phase de résistance, si tout se passe bien, si on prend un exemple peut-être plus concret, hein, un animal qui est poursuivi par un prédateur va lancer une phase d'alarme, enfin une phase d'alarme va se lancer dans son corps, il va par exemple peut-être commencer à courir. La phase de résistance en mobilisant, en continuant après la phase d'alarme à mobiliser de l'énergie va permettre d'amener suffisamment de carburant, de ressources énergétiques au corps de l'animal pour qu'il puisse courir un certain temps. Mais bien sûr, quand la phase de résistance se prolonge, comme on utilise toutes les ressources de l'organisme, ça peut déboucher sur une phase d'épuisement. Hein, donc on peut dire que la phase d'épuisement, c'est en fait une persistance de la phase de résistance qui perdure trop longtemps et qui va entraîner une usure du corps. Donc on peut évoquer tout ce qu'on a déjà cité, hein, quand il y a concernant les effets du cortisol ou quand il y a trop de cortisol. Donc ça peut être une fonte musculaire, ça peut être des ulcérations digestives, une hypertension artérielle, du diabète qui s'installe, différentes défaillances immunitaires, différentes maladies qui peuvent apparaître. En fait, tout dépend des vulnérabilités de l'organisme, mais en tout cas, il va y avoir dans cette situation-là un épuisement de l'organisme. Voilà, nous avons terminé avec cette branche sur les surrénales. Je vous dis donc à bientôt pour l'exploration d'une nouvelle carte mentale.